Nous sommes en République démocratique du Congo, un pays envié par plusieurs et nous croyons également que la République démocratique du Congo ne manque pas les hommes intelligents pour relever les défis de la RDC. Une fois de plus, sur ces plateaux, nous avons l'honneur de recevoir un politicien majeur de notre pays, la tête bien faite de la République. Lui, il s'appelle Monsieur l'ambassadeur Alain Atundou. Il est l'ancien patron de l'ANER sous le régime de Mobutu. Il est également PCA de la SNEL sous les régimes Kabila, Tshisekedi. Et aussi, il est l'ancien porte-parole de l'AMP majorité présidentielle. À l'époque, il était également diplomate. Il est ici avec nous. Monsieur l'ambassadeur Alain Atundou, le bienvenu. Merci. Monsieur l'ambassadeur, c'est pour la toute première fois que nous puissions vous recevoir ici sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation, CSS Télévision, canal studio satellitaire. Vos impressions? C'est très moderne. C'est la nouveauté, au sens que ça vient d'arriver, la nouveauté, au sens où c'est à l'avant-plan, à l'avant-garde du progrès. Voilà, c'est une très bonne impression. C'est fonctionnel. Ok. Monsieur l'ambassadeur Alain Atundou, alors je demande à la réalisation de me donner la photo de la maman nationale. Ça serait mieux, nous sommes au mois de la femme quand même. Nous devons valoriser le femme, ça serait mieux. Alors, monsieur l'ambassadeur Alain Atundou, maman nationale, maman Denise Tshisekedi, a une structure appelée Excellencia. Elle fait le nécessaire pour prendre les diplômés, ceux qui ont distingué, et les envoyer ailleurs pour aller étudier, pour que demain, que ces gens puissent relever les défis de la RDC. Votre impression sur la structure Excellencia? Mais c'est l'expression d'une maman préoccupée par l'avenir de ses enfants et la qualité de leur présence dans le monde. L'excellence vise à améliorer la qualité de la présence congolaise dans le monde et révéler au monde qu'au Congo, il y a aussi des génies, pourquoi pas, et des étudiants doués. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, mais à l'époque de Mobutu, parce que je vous ai présenté ici comme l'ancien patron de l'ANER sous le régime au Mobutu, mais il y avait une politique où l'État donnait des bourses quand même aux étudiants, même ici à l'université. Mais pourquoi apparemment cet élan avait pris fin? Vous êtes aussi l'historien en quelque sorte. Ce n'est pas... La bourse ne date pas de l'époque de Mobutu. Ouais, ouais. La bourse date de l'époque de l'Ovanium, qui était une université catholique. Et donc, le Monseigneur Gillon parcourait le monde à la recherche des bienfaiteurs, des sponsors, et pouvait donc s'offrir de donner des bourses aux étudiants. Non seulement des bourses, mais je dirais même un encadrement général. Il suffisait d'être admis à l'université, l'Ovanium, pour que celle-ci vous envoie un billet d'avion d'où que vous veniez, vous accueille à Njili, si c'est à Njili, vous installe à l'université l'Ovanium. Donc c'était comme on dit, autre temps, autre mœurs, parce que les choses ont beaucoup changé. Le nombre des étudiants s'est multiplié à un rythme exponentiel et le développement économique n'a pas suivi. Les recettes du gouvernement qui a pris la relève de l'université catholique, qui est devenue laïque par la force des choses, eh bien, avait une autre politique que les prêtres. Et donc aujourd'hui, c'est un peu difficile de penser à donner la bourse à tout le monde,
parce que cela prendrait, je pense, une grande part du budget de l'État et je pense que l'État a une autre politique plutôt. Voilà, l'État a une autre politique. Notamment ses excellences, hein, prendre les meilleurs pour les soutenir, les encourager pour qu'ils servent de modèle pour la société. Voilà, c'est une manière également d'encourager Maman Denise, et si vous pensez... Il faut absolument. J'ai commencé par dire que c'était le réflexe naturel d'une maman qui est préoccupée par l'avenir de ses enfants, leur éducation, leur instruction et surtout leur présence dans le monde. Le monde, c'est le monde du travail, c'est le monde de compétition. Et donc, c'est un effort à encourager et il faut que tous ces gens qui en bénéficient justifient de la confiance de la nation, c'est-à-dire qu'ils brillent là où ils sont et puis qu'ils nous reviennent pour amener une plus-value de leur présence ici, avec ce qu'ils ont acquis à l'extérieur, comme qui dirait heureux qui, comme Ulysse, a fait un long voyage et rentré chez lui plein d'usages et de raisons. Nous souhaitons qu'il rentre ici plein d'usages et de raisons et qu'il mette tout cela en pratique. Alors, au bénéfice de notre peuple. Au bénéfice de notre peuple. Et pour aussi encourager Maman Denise, parce que s'ils partent, ils ne reviennent pas, je suis sûr qu'elle ne va pas continuer à verser dans le tonneau de Danaïde. Voilà. Mais moi, je pense aussi que le gouvernement est censé appuyer la dame, parce que Maman Denise, ce qu'elle fait, c'est une initiative personnelle, c'est privé. Il faut qu'elle également puisse la prêter une main forte. Pardon? Il faut que l'État puisse également prêter la structure une main forte. Bon, ça c'est une option. Hein. Ça c'est à l'État d'encourager tous les citoyens qui prennent des initiatives de nature à assurer un meilleur avenir chez nous. Et donc, comme Maman Denise est une citoyenne comme une autre, je pense que l'État devra pouvoir l'encourager comme il encourage des ONG et d'autres initiatives des Congolais. Voilà, merci. Monsieur l'ambassadeur Alain Atundu, l'ancien patron de l'ANER, ambassadeur au Rwanda, PCA de la SNEL, l'ancien porte-parole de l'AMP majorité présidentielle à l'époque de Joseph Kabila Kabanga. Ancien de la GKMIN aussi. Voilà, ça aussi on avait oublié, hein, parce que vous avez un CV à long métrage. Voilà, avec vous on va décrypter les grandes lignes d'actualité. On va essayer un peu de parler de la diplomatie. Il y a eu l'arrivée du président français Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a les retombées pour la RDC? Qu'est-ce que la RDC a gagné? On va essayer un peu d'en parler. Il y a aussi la situation économique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir d'achat en République démocratique du Congo, ça pose problème. Dépréciation monétaire, ça pose problème. À qui la faute? Est-ce la Banque centrale ou le ministère des Finances? On va essayer un peu d'analyser là aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour créer la richesse, pour que la RDC puisse encore avoir de moyens, que nous puissions avoir l'économie de la guerre, parce que la guerre demande aussi des moyens. Nous allons essayer un peu de placer un moyen sur le processus électoral. Hein. On va en parler. La classe politique, elle est vraiment divisée sur ces processus. On a suivi le chef de l'État qui a dit, vu que la situation est en train de persister, l'insécurité à l'Est, ça peut perturber un peu les calendriers électoraux. Ce n'est pas le souhait, mais si ça arrive, pensez-vous qu'il faut faire le compromis en africaine? On va en parler avec vous. Mais monsieur André Alain Atundu, parce que vous étiez le PCA à la SNEL, j'aimerais quand même, monsieur Filemon, donnez-moi la photo de la SNEL. De la SNEL en général, j'aimerais quand même que le PCA puisse nous aider avec les éléments. Société nationale d'électricité. D'entrée des jeux, quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir, les gens ont dit que la SNEL, ce n'est pas une société nationale d'électricité de la RDC. On a déjà sous-traité, ou soit on a déjà vendu la SNEL.
vous étiez le PCA. Est-ce vrai? Je n'ai pas l'impression qu'on ait vendu la SNEL. C'est toujours la SNEL est juridiquement et dans les faits la propriété de l'État congolais. Et selon l'OHADA, c'est une société commerciale à partenaire unique, unipersonnel presque. Non, ça c'est les ondits ou Les bien rencontres. les taquineries. Non, plus les taquineries des Congolais que la réalité. Non. Mais la SNEL souffre d'un grand problème aujourd'hui. C'est que depuis 2014, l'État ne parvient pas à lui laisser les mains libres pour qu'elle fonctionne comme un État, une société commerciale. Vous accusez Concurrente. Ok. Concurrente avec les autres. Ça, c'est un. De deux, l'État n'a pas déterminé un plan directeur pour l'ensemble de la République, un plan directeur de l'électricité. Et à ce plan pourrait se greffer alors le plan directeur de la SNEL. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et voilà. Voilà la SNEL aujourd'hui. Alors, ça, c'est sans entrer dans les détails, l'obsolescence de certaines choses, la vision, même la vision de la gestion de la SNEL. Aujourd'hui, et je pourrais même dire depuis Mobutu, la vision, c'était le sud minier. Ok. Le sud minier. Alors maintenant, il faut que la vision, ou disons l'ambition de la SNEL, c'est de couvrir l'ensemble du territoire national. N'est-ce pas, du fait de l'histoire d'ailleurs. Alors, il faut que cette vision se traduise dans la gestion. Il n'y a pas que Inga pour le sud minier, mais il y a aussi des nouveaux sites, n'est-ce pas, dans la province orientale, qui pourraient couvrir le Sud-Soudan jusqu'au Kivu. Mais il y a aussi des sites à l'intérieur, dans les provinces de l'intérieur du pays, comme au Kasaï, comme au Bandundu. Alors il faut que l'État dise d'abord, pour moi, l'électricité c'est ça. Mon ambition, c'est de couvrir, d'améliorer le taux de desserte, jusque par exemple à 60%. Et tous ceux qui veulent exploiter l'électricité doivent partir de ce plan directeur. Parce qu'il n'y a pas que la SNEL. Hein. Il y a à Goma, il y a deux sociétés privées qui font ça. Et aujourd'hui, n'importe qui en réalité peut exploiter l'électricité. Alors, M. Alain, quand vous dites que l'État n'a pas laissé la main libre à la SNEL, vous voulez dire quoi clairement? Jusqu'aujourd'hui, la SNEL est en train de souffrir parce que l'État ne paye pas, parce qu'il y a une influence, parce qu'il faut éclairer les Congolais. Je parle de la conséquence juridique du statut de la SNEL aujourd'hui. Le président nomme, par exemple, je prends, le président nomme, etc., parce que c'est l'État. Mais c'est un peu contradictoire par rapport au statut de société commerciale, où normalement c'est l'Assemblée générale qui nomme, voilà, et le président prend acte. Donc, quand on nomme quelqu'un à la SNEL... C'est juste un aspect, c'est juste un aspect, il y a d'autres aspects. Alors, M. Alatoune, parce que vous étiez PCA à la SNEL, vous avez eu à constater autant de choses. Nous avons plusieurs barrages ici en RDC, Inga, qui donne le courant à plusieurs pays, qui dépend également de nous, à moins que je me trompe. Il y a certains pays du monde qui tirent leur électricité ici. Comment expliquer que la RDC, il y a certaines provinces aujourd'hui qui souffrent encore de l'électricité? Il n'y a pas, ces provinces se trouvent dans le noir total. Comment expliquer? D'abord, il faut situer les responsabilités.
Le conseil d'administration, évidemment le président du conseil d'administration, a une autorité stratégique, hiérarchiquement stratégique sur la société. C'est-à-dire, elle détermine, le conseil d'administration, plus exactement, détermine les grandes options, la philosophie d'action, etc., avalise les objectifs stratégiques de la direction générale, et c'est à la direction générale de exécuter ce que le conseil a dit. Évidemment, dans le respect du seuil d'engagement, je crois 5 millions pour la direction générale, 10 ou 15 pour le conseil d'administration, et au-delà, c'est l'Assemblée générale. L'Assemblée générale où alors siège l'unique propriétaire, l'État, c'est-à-dire c'est par l'Assemblée générale que l'État va décider que tel projet qui coûte 90 millions de dollars peut être engagé par la SNEL parce que l'État est d'accord. C'est ça le seuil d'engagement. Alors, aujourd'hui, les chiffres divergent. On va de 7% à 15% du taux de l'électrification. Alors, pour qu'il y ait une amélioration, il faut qu'il y ait des objectifs. Okay. Il faut que tout exploitant d'électricité qui vient ici, la SNEL, le Virunga et tous les autres, en disant, d'après notre plan directeur, nous devons atteindre par exemple 60%. Donc, puisque la politique universelle aujourd'hui, c'est le mix énergie, eh bien, là, l'hydraulique, c'est autant, le solaire, c'est autant, l'éolienne, c'est autant, les groupes, c'est autant. Alors, à partir de là, les investisseurs peuvent choisir en fonction des priorités du gouvernement et des options majeures de celui-ci. Alors, Monsieur Aléa Toundou, on a compris, mais il y a... Je vous rappelle que le plan directeur aujourd'hui d'application à la SNEL date de 40 ans. Je crois que c'est M. Munga qui l'avait initié, et donc il faudrait réadapter les choses. Alors, réadapter les choses, vous étiez là pendant autant d'années, comme PCA, vous n'avez pas vu les choses dans ce sens-là? J'ai fait 5 ans et un trimestre. 5 ans. C'est pas beaucoup pour vous? Oh, monsieur. Le mandat normal, c'était 4 ans, et nous avons eu ce bonus de 15 mois. Voilà, de 15 mois. Alors, parce que nous devons passer ces sujets, mais j'aimerais quand même être direct avec vous. Quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir, on dit, Monsieur Atoundou, il y a une opprobre qui les colle jusqu'au à la peau. Vous avez laissé votre DG à faire de n'importe quoi, à détourner l'argent, à aller dans les antivaleurs. Vous étiez là en train de le voir seulement, de le regarder sans rien faire, parce que vous étiez PCA. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Il est là. Contre les faits, les arguments ne valent rien. La vérité, c'est que la situation que nous déplorons aujourd'hui, notamment le cas de l'ancien DG et certains autres collaborateurs, c'est le fruit d'une enquête d'au moins 2 ans. Okay. Une enquête d'au moins 2 ans. J'ai eu, moi, il y a 1 an, à me présenter au tribunal de grande instance à Gombe, et voilà, justifier ceci, justifier cela. Et je crois que maintenant que c'est aux mains de la justice, il faut se priver de faire des conclusions ou des commentaires qui ne reflètent pas la réalité des choses compte tenu de ce que connaît la justice. La justice est là, mais la justice, il y a eu auparavant l'IGF, il y a eu l'Inspection générale des finances. Donc vraiment, je crois que c'est l'occasion pour la justice d'établir la responsabilité. Et je ne pense pas avoir un statut particulièrement protégé pour ne pas
avoir été sollicité si tel était le cas, que j'étais impliqué. Donc, vous observez des lois, ça ne vous concernait pas, il n'y avait même pas des rapports qui Non, venaient dans votre bureau ça me concerne des absolument. alertes peut-être. Ça me concerne, mais je me garde de parler de cette gestion parce que le tout est dans les mains de la justice. Je ne voudrais pas donner une fausse impression à l'opinion. Quand la justice est saisie, il faut laisser la justice faire son travail sans pression pour que la vérité se manifeste. Vous faites plus la confiance à notre justice, je pense. Et pourquoi pas? Nous avons une bonne justice aujourd'hui? Nous avons une justice qui fonctionne, qui essaye de faire de son mieux pour rétablir la vérité. Ok. La vérité des faits et la vérité judiciaire. Comme Matat a dit, notre justice est instrumentalisée. Votre réaction d'abord? Bon, chacun a son point de vue. Hein. Ça dépend du sujet dont on est l'objet, ça dépend de l'impression que ce dossier n'a pas été traité. Mais je vous dis, dans un pays de droit comme le nôtre, ce sont les préceptes de la loi qui guident le magistrat et le jugement tient compte de cela, des faits et de son intime conviction. Donc, on peut, si tout le monde devait être d'accord, tout le monde en même temps, eh bien, il n'y aurait pas eu première instance, deuxième instance, troisième, jusqu'à la Cour de cassation. Donc, en principe, tout ce qui appelle interprétation appelle à contestation. Mais, pour le fonctionnement de la République, lorsque la justice supérieure, c'est-à-dire vous avez épuisé tous les moyens, lorsque la justice s'est prononcée, ben, il faut s'y faire. Alors, Monsieur Alain Atoundou, ancien patron de l'ANER, ambassadeur, PCA de la SNEL, ancien porte-parole de la majorité présidentielle sous le régime Kabila. Monsieur Filemon, vous pouvez me donner la photo de Joseph Kabila, s'il vous plaît. Monsieur l'ambassadeur Alain Atoundou, on dit que Kabila s'est senti trahi par ses proches, les gens qu'il avait fait confiance. Est-ce votre impression aussi quand vous les regardez? Trahi, mais il faut voir cas par cas. Ok. Hein, trahi par rapport à quoi? Trahi par rapport à la forme, par rapport au fond, tout ça. Je crois que chacun avait une relation particulière avec Kabila. Ok. Et donc, si, par exemple, quelqu'un quitte pour aller ailleurs, ben, il doit y avoir une raison. Ok. Hein, il doit s'expliquer. Mais en démocratie, je crois qu'il y a la conscience personnelle, la conscience républicaine et les exigences de la démocratie, la liberté d'expression. Quand vous allez quelque part, vous avez partie liée avec quelqu'un, vous avez le droit aussi de mettre fin à ce lien. Donc, je ne sais pas. Donc, c'était pas je ne peux pas dire pas un comme lien ça. éternel. Kabila, autorité morale, il a pistonné tout le monde, il a créé tout le monde, il a donné tout le monde l'emploi. Kabila n'est plus au pouvoir, il a mis la signature, les gens les quittent. C'est l'ingratitude? Non, je pense que c'est un raccourci saisissant et troublant. Ok. Si chaque fois que le chef de l'État fait appel à quelqu'un, on considère qu'il le crée, ce n'est pas toujours la vérité. Parce que il peut faire appel à quelqu'un qui vient de commencer, qu'il forme ou qu'il formate, comme il peut faire appel à des expertises extérieures de gens qui étaient en fonction avant son arrivée au pouvoir.
Donc il faut voir un peu la nature de relation et les statuts de chacun. Donc il y a les gens qui travaillent avec Kabila pour l'intérêt. Parce que pour leur propre intérêt. C'est ce qui est de l'autre côté. Chacun travaille toujours pour son propre intérêt. Les gens ont l'idéologie de Kabila. Cet intérêt doit être conforme à l'intérêt général. C'est-à-dire, oui, moi je travaille pour ma dignité, etc. Mais il faut que je justifie la confiance que l'autorité m'a donnée en faisant ce que l'État me demande de faire. Alors, quel était votre intérêt à travailler avec Kabila? Parce que vous êtes là, pour ne pas citer les autres, vous dites tout le monde travaille pour son intérêt. Oui. Vous, à côté de Kabila, quel était votre intérêt principal? C'était d'abord de mettre mon expérience au service de l'État. Au service de l'État, pas de l'homme. Au service de l'État et de... Mais écoutez, nous sommes... tout régime est un peu anthropomorphique. Hein. Okay. Aujourd'hui, dans l'histoire, tous ceux qui travaillent avec Tshisekedi aujourd'hui seront qualifiés de fascistes, tshisekédistes. Tous ceux qui ont travaillé hier, il y avait des kabilistes. Avec Kabila, ce sont des kabilistes. Ceux qui ont travaillé avec Mobutu sont des mobutistes. Alors nous qui avons travaillé avec tout le monde, régimes. Je ne sais plus ce que nous sommes-nous mobutistes, sommes-nous kabilistes, sommes-nous tshisekédistes. Mais je pense que nous sommes d'abord des patriotes, des nationalistes. Bon, et les républicains. Vous voulez, si vous dites que je suis mobutiste, j'accepte parce que j'ai commencé à servir la nation sous Mobutu avec les principes qu'il m'a inculqués. Ok. Voilà. Mais ce n'est pas parce qu'on a travaillé avec tel. Non, il y a ce qui marque la caractéristique essentielle. Moi, j'ai commencé à travailler depuis 1973, au mois d'octobre, jusqu'à la chute de Mobutu. Je n'avais pas d'autres références idéologiques. Et donc, Mosé est arrivé, c'est une autre expérience, et j'ai trouvé qu'il ne doit pas y avoir de rupture dans la continuité du service de l'État. Et c'est ça qui nous a causé tort en un premier temps. L'AFDEL voulait faire une rupture, a fait même une rupture. Et le temps de se rendre compte des exigences de la continuité de l'État, je crois que Mosé a fait appel aux généraux des ex-phases, etc. Et le président Kabila a continué à se servir, à faire appel à ceux qui étaient disponibles, comme aujourd'hui, le président Tshisekedi ne peut pas se priver d'une expertise au motif qu'il a servi sous Kabila, sous Mobutu, sous Kasavubu, et pourquoi pas, parce qu'il est de telle tribu, parce qu'il est de tel parti. Non. Le président de la République, c'est le chef de l'État de tout le monde, il a le droit de faire appel à qui il veut, et à celui-là d'exercer sa liberté démocratique. Alors, si vous dites que vous avez traversé le régime, Mobutu, Kabila les pères, Kabila les fils, aujourd'hui, vous êtes à la disposition de la République, la fidélité pour vous, une valeur, ou c'est quoi? En politique, on parle de loyauté. Ok. La loyauté suppose le respect de l'ordre hiérarchique, la transparence. Okay. La transparence, c'est-à-dire la sincérité de l'action. Okay. Quand vous me nommez à la tête de la SNEL, vous ne me demandez pas de répéter chaque jour que je suis avec vous. Vous me donnez une mission, c'est de faire travailler la SNEL, de gérer la SNEL, d'administrer la SNEL pour que l'électricité soit meilleure et plus répandue. Et donc, quand je le fais, sans arrière-pensée, sans me servir, eh bien, c'est ça la loyauté. Parce qu'on peut être avec quelqu'un sans être loyal. C'est vrai ça?
Au sein de l'FCC, il y avait des gens, des gens qui étaient avec Kabila sans. Vous savez, aujourd'hui, le président Tshisekedi est là. Mais pourquoi il a fait arrêter beaucoup de gens, de ses principaux collaborateurs? Parce qu'ils sont avec lui sans être loyaux. Dans les imposteurs. Pardon? Les imposteurs. Non, ce ne sont pas des imposteurs. Ce sont des gens qu'il a désignés et il leur a donné une règle de conduite qu'ils n'ont pas respectée. C'est ça le péché. Ok. Donc le mieux, c'est d'être loyal avec une personne. Quand on confie des tâches, vous devez les faire de manière honnête, claire. Et si vous devez exercer votre droit de liberté, ayez l'honnêteté, le courage d'expliquer, voilà, jusqu'à tel niveau, c'est possible. Ici, je reprends ma liberté, c'est tout. Alors, monsieur Alain, j'aimerais être vraiment direct avec vous. Il y a autant de questions. Hein. Les gens pensent qu'à Tundu, il n'est plus disponible pour travailler pour l'intérêt de la République parce qu'il est tellement collé avec Kabila, même si le pays a besoin de vous, de votre expertise, Atundu va dire non parce que en vous entendre parler, vous êtes à la disposition de la République. Mais ce sont des gens qui parlent de mauvaise foi ou par ignorance. J'ai été nommé à la tête de la SNEL par Kabila. Il y a eu l'alliance FCC Cash qui a pris fin. Je suis resté à la SNEL jusqu'à la fin de mon mandat et jusqu'à quand le président de la République a exprimé le désir de nommer quelqu'un d'autre. Je n'ai pas résisté. C'est ça, être à la disposition. Sans problème. C'est ça, je suis clean, tout est là. Parce que pour être dirigeant d'une entreprise, il faut avoir le sens de l'administration. L'administration, c'est le respect des procédures et la transparence dans l'exécution des choses. Ok. Monsieur Alain Atundu, vous êtes en train de nous suivre en direct ici sur la chaîne de la Maman Nationale, CSSA. Télévision, parlons politique, parce que c'est important. Donnez-moi la photo d'Emmanuel Macron avec Félix Antoine Tshisekedi, monsieur l'ambassadeur. Vous êtes un diplomate, vous avez traversé les époques, vous avez l'expérience politique. La République démocratique du Congo, c'est pas un pays qui a commencé aujourd'hui, 60 quelques années après. Il semble que la RDC ne se vend pas mieux. Pardon? Ne se vend pas mieux. Est-ce qu'il y a un problème de leadership, il y a un problème de vision, ou la RDC est toujours colonisée? 60 quelques années plus tard. La souveraineté, l'intégrité territoriale sont des défis de tous les jours. Il faut se battre. Et j'aime à le répéter. En 65 ans, aucun chef d'État n'a trahi ce pays. Il s'est toujours battu, chaque chef d'État s'est toujours battu pour l'unité de notre pays. Kasavubu, dont on disait qu'il était fédéraliste, il s'est battu pour l'unité du pays. Mobutu, évidemment, Mouzé aussi, Kabila aussi, et aujourd'hui, le président Tshisekedi est à la manœuvre. Donc, ça, ce sont des réalités structurelles de notre État. Que nous soyons l'objet de convoitises, c'est normal pour des gens qui ne voient pas la communauté internationale en termes d'interdépendance, mais en termes d'hégémonie. Le Rwanda a besoin d'implanter une usine de fabrication de télécelles chez lui. Oui, il est libre. Mais comme il n'y a pas de matière, il faut qu'il fasse un accord à bonne et due forme avec le Congo pour que le Congo lui livre la matière première pour la fabrication. Mais il ne faut pas se comporter en brigand de grand chemin en disant que bon, je peux intervenir sans prévenir parce que il y a le M23, mais le M23, l'histoire est têtue.
il y a des aspects économiques, des aspects de commerce derrière. Donc, aujourd'hui, le Congo doit se souder, être uni pour d'abord bouter hors du territoire national tous ces éléments perturbateurs, pour quelque raison que ce soit pour des raisons d'hégémonie, que ce soit pour des raisons économiques, que ce soit pour des raisons d'intérêt privé. Le Congo doit rasséréner, doit rendre le climat ici serein, que chacun fasse ce qu'il veut, mais d'après les règles de la République, en toute transparence. Parce que nous, le Congo aussi, peut avoir des ambitions d'avaler le Rwanda, d'avaler le Burundi. Moi, je vous dirais une expérience personnelle. Lorsque j'étais ambassadeur au Rwanda, il m'est arrivé de penser que le Rwanda pouvait être en fédération avec le Congo. C'était une idée. Mais le président Habyarimana n'était pas de cet avis. Voilà pourquoi le Rwanda, si le président Kagame a l'idée qu'il doit s'associer au Congo, ben, qu'il fasse une négociation en bonne et due forme. Ok. De manière sincère, honnête. Hein. Sans passer par devoir... De façon loyale. Ok. Hein, de façon loyale. Et voilà, je vois que Kivu m'intéresse. Bon, pour mon développement, j'ai besoin de Kivu. On va créer une fédération. On crée une fédération où il faut avoir des relations économiques de la nation la plus favorisée. Eh bien, on va établir ce principe. Mais il faut éviter de faire la guerre pour ce qui ne vous appartient pas, parce que vous enviez. Ok. Alors, M. Ali Atoundou, parce que nous parlons de l'arrivée du président Macron à Kinshasa, il y a ceux qui pensent que c'était un non-événement, la France ne pouvait rien apporter à la RDC, les autres ont marché pour dire non à l'arrivée de la France. Il semble que la France appuie le Rwanda. Votre analyse? Non, il ne semble pas, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Okay. La France appuie le Rwanda, mais on se demande toujours pourquoi. Okay. La France a imposé un secrétaire à la francophonie, une personnalité rwandaise, c'est-à-dire ressortissant d'un pays renégat de la francophonie. Okay. C'est contradictoire. C'est une, j'allais dire presque une humiliation pour le plus grand pays francophone. Pourquoi pas, en ce moment de trouble, confier le secrétariat à un Congolais? Il y avait un problème de leadership peut-être à l'époque. Et la RDC s'est absentée. Il n'y avait pas peut-être les hommes capables à assumer ces postes. Non. Il y a des hommes capables. Comment donc? On dit les Congolais. Nous avons pas. Les Congolais sont plus dans la musique. Les Congolais sont plus dans la musique, dans la distraction. Ah bon? Kamba Ibwacha aussi est dans la musique? Le professeur Kamba Ibwacha, oui. L'historien. Okay. C'est un francophone. Là, le professeur Yokali aussi est dans la musique. Oui, il fait de la musicologie. Okay. Mais il ne passe pas son temps à danser. Donc il y a des têtes. Hein, des hommes capables de tenir la francophonie et de lui donner une orientation beaucoup plus globale. Mais lorsque le chef de l'État de la France, de la République française, pense que pour améliorer ses relations avec le Rwanda, particulièrement avec le président Kagame, il faut lui faire cette fleur-là, je crois que c'est un peu paradoxal. Ce n'est pas conforme aux intérêts bien compris de la francophonie. Alors, la RDC doit faire confiance à la France ou la RDC doit faire confiance à sa propre diplomatie, à son armée, à son peuple? Parce que il y a ceux qui pensent que le régime actuel tend plus la main
à la communauté internationale? Est-ce une bonne chose ou il faut... Quel régime tend plus le régime Tshisekedi tend plus la main à la communauté internationale? Tout régime tend la main à la communauté internationale. Parce que nous avons une interdépendance structurelle entre les nations. Vous tapez, vous empoisonnez des étudiants en Iran, c'est tout le monde qui en parle. Vous empêchez aux Afghanistan d'aller à l'université, c'est le monde entier. Vous martyrisez les femmes ici, le M23, etc., c'est le monde entier. Et les richesses que nous avons doivent nous servir, bien sûr, mais contribuer également à opérer un développement universel. Parce que nous faisons, on dit qu'aujourd'hui le monde est un grand village. Nous sommes une de ces maisons de ce village. Et nous devons empêcher qu'il y ait du feu chez le voisin pour une raison ou une autre, puisque ça va traverser chez nous. Donc, ce n'est pas un reproche que de dire, par exemple, que le président Tshisekedi est allé là-bas, est allé là-bas, est allé là-bas. Mais souvent, on oublie l'histoire. Okay. Le président Mobutu, quand il a pris le pouvoir, je me souviens qu'à un moment donné, il avait fait 52 jours à l'étranger. On en parlait, etc. Mais c'était pour se pénétrer de certaines réalités. Et donc, les déplacements des chefs d'État, les résultats ne sont pas immédiats. On dit que les chefs de l'État, c'est... L'expérience qu'il a, la notoriété qu'il acquiert et la connaissance qu'il a des acteurs, mais sont des éléments importants pour la gouvernance du pays. Alors, M. Tundou, j'aimerais être vraiment direct. Hein, c'est ce que les gens rencontrent. On dit que le chef de l'État, Félix, est un Magellan. Il voyage trop et la RDC ne gagne rien. Une fois ici, Macron est venu. Il nous a flanqué ça en face, disant vous étiez incapable de protéger votre souveraineté depuis 1994. Donc, en quelque sorte, quand il dit prenez-vous en charge, ça ne vous dérange pas, vous les élites? Bon, d'abord, être Magellan, ce n'est pas une injure. Magellan est allé à la découverte du monde et a facilité la connexion entre les États. Donc, c'est un explorateur. Est-ce qu'on peut empêcher un chef d'État d'explorer l'avenir pour son pays? Donc, je considère que ceux qui disent qu'il est Magellan, ce n'est pas une injure, n'est-ce pas? Alors, à propos de cette déclaration de 1900, en se référant à 1994, je me demande pourquoi le président Macron l'a fait. L'a-t-il fait de bonne foi ou par taquinerie? L'a-t-il fait parce qu'à l'époque, il était en petite culotte? Mais les faits sont là. Okay. Depuis 1994. M. Kenguela, il a eu l'occasion d'exprimer comment la communauté internationale nous a imposé la présence des réfugiés rwandais. Pas Tutsi ou Hutu, rwandais. L'opération turquoise. Et l'opération turquoise qui a éclairé un couloir, etc. Je crois qu'il faut lire l'histoire et tout assumer. Okay. Le président Macron, qui assume de rendre les œuvres volées par ses arrière-grands-parents, des gens qu'il ne connaît même pas, doit assumer ce qui est plus près de nous. Non, il a dit qu'il ne peut pas porter les fardeaux de tout le monde. Lui, personne ne lui demande de porter le fardeau de tout le monde, mais il ne doit pas nous rejeter ce qui ne nous revient pas. Mais la France a un rôle. Si la France n'avait pas joué un rôle, mais pourquoi est-il allé demander pardon au Rwanda? Parce que là, il y a eu une diplomatie agissante. Et chez nous, il n'y a pas Kagame, eu... Là, il y a eu une diplomatie agissante. Non. Kagame s'affirme. Et la France peut fléchir, mais la RDC, Macron peut venir ici. On le voit ici à Bandal en train de prendre Castel et autres. Non. La RDC, c'est un pays de danseurs. C'est ce que les autres interprètent. Ah bon? C'est certainement en dansant qu'on a été le premier à piloter le C-130
avant les Belges. C'est sans doute parce qu'on est danseur que Diassoloa et le commandant Ilunga sont allés prendre Mohamed Ali en DC3, en DC10. Sachons faire la part des choses. Les taquineries sont des taquineries. Encore que la danse, c'est une science. Il y a des gens qui font la danse à l'université, qui étudient. Donc ce qui est important, c'est la mécanique intellectuelle. Ce n'est pas le comportement. Il faut comprendre le comportement, c'est dû à quoi? Qui ne danse pas? Et qui passe son temps qu'à danser. Même le professionnel. Donc ça, c'est éviter sa part de responsabilité. Une question directe, monsieur l'ambassadeur. Quelles sont les retombées directes sur le plan diplomatique de l'arrivée du président Macron, si réellement la RDC était prévoyante et vigilante? Non, moi je pense que malheureusement, ce voyage a été un gâchis. Ok. Un gâchis parce que en venant ici, je crus comprendre que le président Macron voulait expliquer la légitimité de ses positions internationales, notamment vis-à-vis du Rwanda, etc., etc. Il a raté. Le peuple congolais ne l'attendait pas sur ce plan-là, n'est pas prêt d'accepter. Il n'a pas accepté. Il a démontré, avant qu'il n'arrive, il y a eu un groupe de citoyens qui sont allés à l'ambassade et tout ça. Ils devaient tenir compte de cet élément. Okay. Deuxièmement, le peuple congolais attendait, et les hommes politiques, la condamnation franche du Rwanda, les sanctions, l'annonce des sanctions, l'apport financier pour la guerre et surtout l'apport en armement, comme il est fait en Ukraine. Okay. Mais rien de tout cela. Bon, à la place, quelques opérations cosmétiques de marketing politique, montrer une bouteille de Beaufort, prendre avec Fali, ce n'est pas ça qui amène la paix. Ce n'est pas ça qui améliore les relations de coopération entre la France et le Congo, mise en mal par ses propos lors de la conférence de presse. Au moins, j'ai suivi un député français qui dit les Congolais ne sont pas sincères. Macron a condamné le Rwanda quand il dit nous sommes contre les agresseurs de la RDC. Vous voulez qu'il les dise comment les agresseurs, si nous pensons que notre agresseur c'est le Rwanda, quand Macron dit il est contre l'agresseur de la RDC, ce qui veut dire qu'il est contre le Rwanda. Mais il est venu ici, nous sommes en guerre, la communauté internationale reconnaît cette réalité de l'agression. Ça devait être un voyage, un séjour de solidarité, comme il a fait en Ukraine. Il n'est pas allé proclamer les principes de démocratie en Ukraine. Il a amené de l'argent, il a amené de l'armement, il a amené la solidarité. Eh bien, le Congo n'a pas besoin de signes d'affection. Okay. Le Congo a besoin d'épreuves de solidarité dans la guerre, dans les conséquences de la guerre. Alors, Monsieur l'ambassadeur Alain Atundu, vous restez sur votre position, on vous comprend. Pensez-vous... Non, c'est une position du nationaliste, de tout patriote congolais. Pensez-vous que pour que la RDC se fasse respecter dans le monde, la RDC doit s'affirmer de manière non discutable, économiquement fort? L'une des conséquences, je trouve, bénéfiques de la présence de Macron et de toutes les péripéties de son séjour, c'est de donner la preuve aux Congolais et de donner la conscience aux Congolais
de la nécessité de compter d'abord sur soi-même pour s'intégrer dans le monde. Notre armée doit d'abord compter sur elle-même, notre gouvernement doit compter sur lui-même et se présenter en partenaire. Ok. Même si nous sommes en guerre, la France a besoin de notre coopération. Et donc, elle doit nous aider à faire la guerre pour maintenir la coopération. Elle ne doit pas venir ici pour nous montrer la maîtrise et l'excellent maniement de la langue française, pour cacher la vérité. Les sophismes. Pardon? Les sophismes. Notamment, c'est un des moyens. Alors, si la RDC doit s'affirmer, la RDC a des ressources, mais la RDC n'a pas un carnet d'adresses. Vous avez suivi Bisselele qui avait dit on devait chercher le Rwanda pour nous aider avec un carnet d'adresses, s'il vous plaît. Nous aider avec un carnet d'adresses. Pensez-vous que cette politique de se confier au Rwanda, ici en RDC, on n'a pas les hommes capables d'aller chercher des contrats, les bailleurs de fonds et autres? D'abord, c'est une présentation caricaturale de réalité, de relations internationales. Le carnet d'adresses, notre président ne peut qu'en avoir. Parce que si en toute hypothèse, en venant à la tête de l'État, il n'avait aucune adresse de qui que ce soit, ce sont les autres qui se seraient signalés chez lui. Vous savez, Monsieur le Président, il y a une mine chez vous, nous nous exploitons, etc. Donc, après 4 ans, il a un carnet d'adresses. Aller au Rwanda pour solliciter. Mais c'est un rapport de partenariat. Comme il est allé aux États-Unis, comme il va en France, comme il va dans n'importe quel pays, pour sauvegarder les intérêts réciproques que nous avons. On dit qu'il a sous-traité notre souveraineté, il a vendu nos richesses au Rwanda, il a vendu le pays. On l'avait dit sous Mobutu. Mobutu avait vendu le Congo, etc. Et pourtant, sous Kabila, il y a eu des carrés miniers, etc. Kabila a vendu. Et pourtant, sous Tshisekedi, il a cessé. Maintenant, on dit Tshisekedi a vendu. Après lui, il y aura encore des richesses. Donc ça, c'est de la distraction. En sachant que tout le monde ne réfléchit pas de la même façon. Tout le monde n'a pas les mêmes éléments de réflexion. Je pense que le plus important pour nous, c'est que les dirigeants ne soient pas distraits et que la classe politique ne fasse pas le jeu de ces mauvais plaisantins. Alors, monsieur l'ambassadeur, parce que nous sommes sur ce point, et la RDC doit avoir ses richesses, mais il y a un problème sérieux ici en République démocratique du Congo. Qui est responsable de la dépréciation en cours du franc congolais? La Banque centrale ou le ministre des Finances? Cette question mérite le droit d'être posée parce que la RDC a besoin de ce moyen. Mais apparemment, notre économie est dépendante des autres, des dollars et ainsi de suite. Citez-moi un pays au monde dont l'économie ne dépend pas des autres. Il n'y en a pas. Les États-Unis, vous le savez, ils ont quelques millions ou même quelques milliers de milliards de dettes des Chinois. Donnez-moi la photo de la Banque centrale. Alors, cette question de la dépréciation, il faut savoir d'abord en quoi consiste la consistance d'une monnaie. La valeur faciale, l'économie, le travail économique, et puis la confiance. Vous pouvez être tout ce que vous voulez, si la communauté internationale dit mais nous n'avons pas confiance en vous. Mais il ne faut pas aller loin. Il y a longtemps, le yen, pas le yen, le yuan chinois ne circulait qu'en Chine. On s'en moquait. Mais aujourd'hui, le yuan, c'est une monnaie importante.
qu'il ne faut pas négliger. Tout comme le yen d'ailleurs. Au début, on s'est moqué des Japonais, puis le yen s'est imposé grâce à l'activité économique et grâce à la force du pays. Et donc, nous, le Congo, au lieu de suivre ces juges de chemin, ces professeurs qui ne savent pas de quoi ils parlent, eh bien, nous devons nous concentrer à protéger notre monnaie contre les prédateurs extérieurs et les prédateurs intérieurs. Le travail que fait dans cette optique l'IGF aujourd'hui, la Cour des comptes, c'est un travail appréciable qu'il faut encadrer et encourager. Le travail que fait sur ce point l'armée pour protéger des prédateurs extérieurs, c'est appréciable. Donc aujourd'hui, le plus important, c'est de soutenir cette lutte contre la corruption. 2, c'est de soutenir ce combat de notre armée contre tous les envahisseurs, tous les envahisseurs venus de l'extérieur. Alors, monsieur l'ambassadeur Aléa Toundou, quand on veut tuer un président, quand on ne veut pas d'un président, on cherche le problème à l'interne, dans son pays, et surtout avec sa population. Nous avons la Banque centrale, vous êtes en train de voir ici, nous avons le ministère des Finances. Ces deux branches doivent nécessairement travailler ensemble pour éviter qu'il n'y ait pas un manque de stabilité de monnaie, taux d'échange et le pouvoir d'achat et autres. Mais il y a un groupe de gens qui pensent que la Banque centrale et le ministère des Finances ne travaillent pas dans le sens de sauver le mieux pour que le peuple se retrouve une manière de faire haïr la population son président. Vu la situation actuelle, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Vous savez, la gestion d'un pays est la prérogative de celui qui est élu. La gestion de pays, c'est une option qui n'est pas la seule, mais qui est celle de celui qui conduit les destinées de ce pays en ce moment-là. Et donc, au lieu de passer son temps à détruire cette option, il faut consolider cette option par des propositions positives, par des apports fonctionnels. Si, en toute hypothèse, celui qui a la destinée dit non, je ne prends pas cette option, il faut laisser parce que c'est son mandat. Il faut laisser. Mobutu, quand il a fait Inga, beaucoup de gens n'étaient pas d'accord. Il a dit, bon, je continue. Kabila, quand il a fait les 5 sentiers, il n'était pas d'accord. Il continue. La même chose aujourd'hui, quand le président Tshisekedi parle du développement à partir de 145 territoires, il y a des gens qui pensent que ce n'est pas vrai. Ils ne veulent pas. Mais il doit persévérer. Parce que le développement à partir des 145 territoires, c'est une application du fédéralisme, application économique du fédéralisme. Le développement à partir de 145 territoires, c'est d'abord quoi? C'est d'abord améliorer la connectivité, établir la connectivité entre les 145 territoires pour améliorer la circulation des personnes et des biens et transformer le Congo en un marché unique, en un marché national, avec en conséquence la diminution de la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Si nous consommons en priorité tout ce que nous faisons ici, eh bien, que nous importe que tel dit, bon, nous n'allons pas importer, nous n'allons pas exporter notre riz chez vous. Nous avons le riz de Kindu, nous avons le riz de Bumba, nous avons le riz de la ceinture verte de Kinshasa. Des Kanyamakassé aussi, mais parce que vous êtes dans ces chapitres. Monsieur Philemon, donnez-moi la photo de monsieur Albert Yuma. J'aimerais quand même le voir ici, monsieur Aléa Toundou.
l'AFEC, vous connaissez bien les patrons de l'AFEC, c'est M. Albert Youma, parce que vous dites que nous pouvons produire avec le terre arable que nous avons, mais nous avons l'impression que notre économie est entre les mains des étrangers. Pensez-vous que l'AFEC travaille pour l'intérêt de la RDC? Il y a ceux qui pensent que M. Albert Youma, que nous voyons ici, il ne fait pas bien son travail pour le développement ou l'indépendance de ces marchés. M. Youma a été élu par ses pairs Ok. en tant que président de la FEC pour la énième fois. Cela signifie qu'il travaille pour l'intérêt de la FEC. Et la FEC travaille pour l'intérêt. Il a la confiance de ses pairs. La FEC travaille pour l'intérêt du Congo. Donc, si d'aventure on découvre que M. Youma ne travaille pas pour l'intérêt de la FEC et du Congo, ce sont ses collègues qui vont lui demander de rendre le tablier. Mais il y avait un bras de fer ici. Mais il entre la FEC. ne faut pas jeter l'opprobre sur un pan de la vie nationale. Ok. La FEC, ce sont des particuliers qui participent au développement de notre pays et qui ne travaillent pas dans les meilleures conditions. Ok. Donc il faut tenir compte de cela aussi. M. Albert Youma, c'est un homme extrêmement intelligent. Le pays a encore besoin de lui. Mais ceux qui pensent qu'il y avait un bras de fer entre le gouvernement et la FEC, parce que le gouvernement voulait à ce qu'on puisse suspendre certaines taxes pour que les choses soient plus moins chères, mais il y avait un bras de fer. Jusque-là, M. Youma est allé dans le sens de défendre les commerçants. Ouais. Dans tous les pays du monde, il y a toujours un bras de fer entre les entrepreneurs, hein, les patrons, comme on dit, et le gouvernement. Parce que, à un moment donné, le gouvernement se voit obligé de remplir son rôle social. Alors que l'entrepreneur voit l'économie. Je vous donne le cas de la SNEL. Ok. Le gouvernement impose un taux de tarification Ok. pour que ce soit conforme au niveau de vie. Mais le gouvernement impose à la SNEL et laisse certains particuliers au-delà de la SNEL. Ou bien le gouvernement, voilà, on va prendre un cas précis. Quand le président est arrivé avec Covid, etc., il a dit on va faire 3 mois de gratuité. Ouais, ouais. La SNEL s'est exécutée. Les 3 mois de gratuité, c'est pour le peuple, mais pas pour la SNEL. C'est-à-dire le gouvernement devait payer la SNEL. Je crois que ce n'est pas arrivé. Chaque fois que le gouvernement prend une mesure pour alléger le peuple, il doit soutenir Ok. ceux qui font... Il doit payer à la place de la population. Voilà, il doit payer à la place de la population. C'est ça. Donc, vous ne pouvez pas demander, par exemple, aux compagnies d'aviation de payer $100, 200 $ aller-retour Lubumbashi. Si vous ne supportez pas le carburant, hein, si vous ne garantissez pas l'entretien, etc., vous ne diminuez pas les taxes, etc. Merci, merci monsieur l'ambassadeur. On me fait signe déjà à la fin, c'est important, le temps est allé trop vite. Alors, parlons du processus électoral à la République démocratique du Congo. Monsieur Philémon, donnez-moi la photo de monsieur Corneille Nangaa, c'est important parce que l'homme fait parler de lui, il fait l'actualité. Monsieur Aléa Toundou, vous êtes un acteur politique du premier rang. Quand l'ancien président de la CENI tient des propos, il dit qu'il ne sait pas qu'il y a eu un accord entre les politiciens. Alors, les opposants et les autres, ils sont allés très loin pour dire que Félix Tshisekedi n'était pas élu. C'était plutôt le choix de Joseph Kabila. Moyennant un accord. À l'époque, vous étiez encore très proche, jusqu'à aujourd'hui, je pense, de Joseph Kabila. Votre analyse sur ces dires, Nanga a vidé son fardeau? Bon, je ne sais pas. Hein. Je pense qu'il y a peut-être une maldonne dans la compréhension des propos de Nanga. Nanga, à ma connaissance, et d'après ce qu'il a déclaré sur une chaîne nationale,
Le deal auquel il fait allusion, c'est le deal de gouvernement. Ok. C'est après ce deal que le président Tshisekedi a signé l'ordonnance de nomination du Premier ministre Ilunga Ilokampo. C'est ça le deal de gouvernement. Et dans tous les pays du monde. Dans la coalition. N'est-ce pas? Pardon? Donc la coalition. Oui, mais c'est ça. Ok. Lorsqu'on n'a pas la majorité, il faut bien rechercher à se trouver une majorité hétéroclite pour gouverner. La situation se passe en France, aux États-Unis, etc. Vous avez entendu le blocage. Hein, les républicains qui ne parvenaient pas à désigner le speaker, etc. Parce que. Tout ça, c'est une question de deal. Les élections, c'est une autre affaire. Les élections, c'est une opération finalement judiciaire ou juridique. Et ce qui tranche, c'est la Cour constitutionnelle qui dit, oui, la CENI a fait son travail comme il faut, ou bien les résultats donnés ne sont pas les résultats, il faut recommencer. Ou bien, nous avalisons ce résultat et on y va. Faut pas être mauvais perdant. Ok. Hein, faut pas être mauvais perdant. Parce que une élection, c'est un moment de tension qui aboutit toujours dans une contestation. Voilà pourquoi tous les étudiants de l'université, les étudiants en droit, savent qu'il y a un chapitre réservé au contentieux électoral, alors qu'à l'université, il n'y a pas d'élection. Okay. On leur dit, eh bien, la tension est telle que... Parce que une opération électorale, ça commence par l'enrôlement, par, disons, la détermination des circonscriptions électorales, l'enrôlement, et puis l'élection. Alors, pour déterminer la circonscription électorale, il faut lever une option. On vous dira non, il a fait ceci pour favoriser ça. Pour choisir le mode électoral, il faut lever une option. Ah, mais c'est ceci, c'est cela. Pour proclamer une élection, il faut s'en remettre à la Cour constitutionnelle. Ah, il a fait ça parce qu'ils sont composés. Non, nous sommes un État de droit. Nous devons avoir la culture de respecter la conscience de ceux qui exercent leur métier avec professionnalisme. Merci. Monsieur Aléa Toundou, il semble que si la situation de l'Est persiste, il n'y aura pas élection, probable glissement. Est-ce qu'il faut respecter les délais ou il faut accepter la situation comme telle, sauver la RDC, aller à un dialogue? Avec la connotation négative de glissement qui suppose qu'on va tricher sur le temps, je n'emploierai pas cette expression. Okay. La situation sécuritaire au pays, surtout son implication sur la cohésion nationale, impose au gouvernement, aujourd'hui, évidemment au chef de l'État, de veiller à ce que les élections ne favorisent pas la balkanisation qui est en cours et en progression, en créant chez nos frères de l'Est un sentiment d'abandon et donc un sentiment d'indépendance. Si les élections ne sont pas un gage de paix dans les circonstances actuelles, pourquoi hypothéquer l'intégrité de notre pays? Parce que il faut absolument organiser les élections. On peut suspendre le processus électoral en disant nous nous accordons pour nous suspendons pour un délai tel afin de nous permettre de nous consacrer à la guerre. Et nous vous promettons que après X temps, nous aurons terminé cette guerre et nous pourrions continuer. Et ça,
Il faut savoir faire un holà quand ça ne va pas. Merci. Monsieur Aliatoudou, regardez la caméra. Qu'est-ce que vous avez envie de dire que vous n'avez pas pu dire pendant quelques minutes? C'est votre mot de la fin. Bon, moi, ce que j'ai envie de dire et que j'ai dit, c'est que ce pays nous appartient, à nous les Congolais. La défense de ce pays est notre première obligation. Le développement de ce pays est notre obligation. Et donc, nous devons avoir comme assignation de toutes nos institutions, la première assignation, c'est de travailler pour bouter les perturbateurs à l'extérieur, eh bien, avec droit de poursuite, pour créer une zone tampon, pour nous sécuriser. Pour cela, nous devons faire appel, pourquoi pas, à nos amis et à ceux qui partagent les valeurs démocratiques que nous défendons. Parce que ce que nous défendons là-bas, c'est bien sûr l'intégrité territoriale, mais c'est aussi la valeur démocratique de l'accès au pouvoir ou de revendiquer quelque chose sans la force. C'est aussi éviter les violations des droits de l'homme qui sont massives là-bas. Donc on ne peut pas mettre une sorte d'écran disant écoutez, le M23 vient ici se battre. J'ai entendu un chef d'État dire qu'il y avait une minorité en danger ici, mais je ne connais pas une seule minorité de la République qui a fait l'objet d'une rafle de la part de l'État ou d'une chasse aux sorcières. Nous sommes un pays de minorité, nous avons des problèmes entre voisins, mais nous regardons dans la même direction. C'est le développement du Congo, c'est la dignité du Congolais, parce qu'un Congo grand, c'est un Congo qui doit être capable de jouer sa vocation d'être la gâchette de l'Afrique. La gâchette politique, la gâchette économique, la gâchette sociologique, la gâchette culturelle. Merci. À un moment donné, le Congo était le centre de la culture du continent. Donc il faut que nous puissions jouer notre rôle de gâchette. Merci. Monsieur l'ambassadeur Alain Atoundou, je précise que vous êtes patron de l'ANER, l'ancien patron de l'ANER, ambassadeur, PCA de la SNEL, l'ancien porte-parole de la majorité présidentielle sous le régime Kabila. Vous étiez notre invité d'aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie de m'avoir donné cette occasion. C'est avec plaisir que j'ai répondu. Merci. Avec M. Alain Atoundou, on a fait le décryptage des grandes lignes d'actualité. Je pense, pour lui, l'intérêt principal, c'est d'abord les Congos à la place des individus. Nous devons nous mettre ensemble, fédérer nos efforts. Si l'élection va permettre qu'il y ait la balkanisation, le mieux c'est de mettre ça à côté, privilégier d'abord l'intérêt de l'unité nationale. Merci à vous rester fidèles sur la chaîne de la Maman Nationale, c'est SAS Télévision. Suivez la rediffusion de cette émission à minuit. Restez fidèles au programme. Au revoir.